Si tu veux des résultats exceptionnels, tu peux pas t'attendre à faire des actions ordinaires. Mes mentors, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Internet, tu vois, et c'est des gens qui me connaissent pas. Là. Et parfois, ton environnement, tu peux te le créer. J'avais personne qui faisait de l'entrepreneuriat autour de moi. Le SMIC aujourd'hui, il est beaucoup trop bas. Il faut augmenter le SMIC. Quand j'étais petit, je sais que je demandais les salaires des gens et que je me prenais des tartes par ma mère parce que c'était en mode on ne demande pas ce que gagnent les gens, c'est super impoli et tout. Mais en réalité, il faut savoir ce que les gens gagnent. Guillaume Moubèche est le fondateur de Lemlist, le logiciel incontournable de prospection commerciale pour les sociétés et dont le marché numéro 1 est aux États-Unis. Au tout départ, tout le monde me disait impossible, tu arrives à trouver des clients aux États-Unis en étant basé en France. Du coup, je me suis focalisé à 100% sur ce marché. Les premières années, on avait jusqu'à 80% de nos chiffres d'affaires qui venaient des États-Unis. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu veux atteindre des objectifs ambitieux, il faut être capable de pouvoir sacrifier des choses importantes. Les États-Unis n'arrêtent pas de dire l'Europe c'est un musée, il faut être bon en intelligence artificielle, il faut être excellent en maths, excellent en informatique. La réalité, c'est qu'en Europe, on a des écoles qui historiquement sont très bonnes en informatique et les meilleures du monde en maths. Dans cet épisode, on va parler de comment il a fondé la boîte, l'échec de sa première société, mais également la routine de sportif. Ton plus gros marché, c'est toujours les États-Unis, j'imagine. Qu'est-ce que tu observes dans la culture, dans la manière de faire chez les Américains et même globalement à l'étranger par rapport à notre mentalité au travail en France ? Bienvenue Guillaume. Merci. Quand on recherche Guillaume Moubèche, on tombe autant de choses sur le sport que sur le business. Ah. Comment tu te caractérises ? Plutôt sportif parce que tu es sportif, tu es entrepreneur, ou parce que tu es un entrepreneur, tu es devenu un sportif ? Ouais, c'est une bonne question. Non, j'ai toujours fait du sport. Ouais. Après, récemment, je pense que je me suis mis de façon un petit peu plus sérieuse au sport, avec notamment de l'ultra-endurance qui demande un peu plus de temps d'entraînement. Mais non, de sportif depuis toujours et entrepreneur depuis moins de temps. Et c'est quoi la différence entre le sport et l'entrepreneuriat pour toi ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Il y en a un où j'ai fait plus d'argent que l'autre déjà, parce que en sportif, clairement, je suis très très loin des gens qui réussissent à en vivre. Mais ça reste quand même une passion et ça reste... Mais dans le mindset, tu dirais que c'est une discipline ou c'est une passion ? Parce que passion, ça pourrait dire qu'il n'y a que du plaisir, alors que toi, l'Ironman, etc. Il n'y a pas que du plaisir. Voilà, c'est ça. D'accord. T'en as fait un, tu t'apprêtes à en faire un deuxième. En plus, le premier, il n'a pas été, il n'a pas été tout robot, évidemment pas. Mais il s'est quand même passé quelque chose de singulier sur ton parcours. Ouais. Et tu y retournes, tu te refais mal, tu refais un entraînement intensif. Du coup, c'est beaucoup plus qu'un hobby. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est... Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu veux atteindre des objectifs ambitieux, il faut être capable de pouvoir sacrifier des choses importantes. Si tu veux des résultats exceptionnels, tu peux pas t'attendre à faire des actions ordinaires. C'est assez... je trouve que dans la tête des gens, et je pense qu'on est tous matrixés par les réseaux sociaux où on voit que c'est très facile de faire de l'argent en ligne, c'est très facile de soi-disant monter des business. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Et là, on parle de résultats exceptionnels et c'est vrai que moi, j'ai dit que tu es une superstar de la tech dans l'intro. Mais comme ce podcast s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas dans notre écosystème, si tu devais te présenter rapidement sur les grands moments phares de ta carrière, de ton parcours, ce que tu as fait. Ouais. Déjà, j'ai commencé par des business ratés. J'ai jamais... tu vois, je viens pas d'un milieu où il y avait beaucoup d'argent. Mes grands-parents ont immigré, mes parents n'ont pas fait d'études. Donc, moi, j'ai commencé d'abord à la fac, faire des études scientifiques parce que je pense que pour les parents, c'est le choix de la sécurité. Et puis, j'avais quand même en moi, depuis tout petit, l'envie toujours de faire du business. Donc, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. J'étais vendeur, j'étais prof, j'ai fait beaucoup de babysitting, enfin, plein de choses à côté. Et pendant que je pouvais travailler et économiser, j'ai décidé donc d'aller faire une année en école de commerce, à la suite de quoi j'ai voulu lancer des business. La plupart n'ont pas marché. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à plutôt bien fonctionner. Je suis devenu meilleur. Et un jour, j'ai décidé de lancer une plateforme qui aide les entreprises dans leur prospection commerciale. Et donc, les moments phares, je dirais que ça a été en 3 ans, on a atteint plus de 10 millions de chiffre d'affaires récurrent annuel. Aujourd'hui, on est valorisé à plus de 150 millions. On est présent dans 100 pays. Et du coup, ça va faire quasiment 8 ans maintenant. Ça m'a permis du coup de rentrer dans une optique un peu différente puisque j'ai pris suffisamment d'argent pour ne plus avoir travaillé de ma vie. C'est pas que je travaille plus maintenant, mais juste je vois le monde un peu différemment. Et donc, ça m'a permis
d'aider aussi mes parents, ce qui est, je pense, le plus gros kiff Complètement. de ce parcours et le plus gros highlight. Mais toi, à travers ce que je vois, le sport ou même, tu vois, sur tes réseaux, on voit découvrir l'art aussi. C'est la quête de l'apprentissage, c'est l'apprentissage d'une discipline où après tu fais en sorte d'être successful, qui est pour toi ouais, c'est le Graal. On a l'impression que c'est la quête et pas le résultat. Mm. Là où beaucoup d'entrepreneurs sont dans on va souffrir, on va avoir une discipline, il va y avoir un chemin où le oui, mais c'est l'argent la finalité. Ouais. En fait, je pense que depuis tout temps, je me suis toujours posé la question, avant de me lancer dans une expérience, quelle qu'elle soit, de me dire, est-ce que je serais content de rencontrer la version de moi qui a fait cette expérience? Et je pense qu'il y a que par l'expérience, tu vois, qu'on peut réellement savoir qui on est ou en tout cas qui on a envie de devenir. Mm. Et tu vois, on vit dans un monde où on demande tout le temps aux gens de choisir et ça dès le plus jeune âge, tu vois. Dès que tu es au collège, tu dois savoir, il faut que tu aies les meilleures notes possibles pour aller dans les meilleurs lycées. Au lycée, on me dit qu'il y a des voies royales, d'autres voies et tout. Et moi, en fait, je suis passé par des voies qui n'étaient pas les voies royales, qui n'étaient pas les voies, parce que j'étais un élève assez perturbateur au lycée. Donc, j'avais pas accès à tout ça. Et en fait, c'est plus tard, tu vois, que je me suis dit, quand j'avais l'impression d'être coincé dans une voie, parce que c'est ce que la société veut te faire croire, puisque on nous fait rentrer dans des cases depuis tout petit. Hein. Tu arrives à la même heure à l'école, tu repars à la même heure. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bah non, je préfère créer un peu, tu vois, ma voie, créer mes expériences et voir où ça me mène. Et c'est clairement la quête qui me motive beaucoup plus que le résultat. Ouais, Ouais, parce qu'on est dans une société où notre valeur est déterminée par notre capacité à cocher les cases. ouais, c'est Dès ça. tout petit. Et comme toi, moi, il m'a fallu 33 ans pour comprendre qu'il faut être avant faire. Et moi, je faisais. Et j'étais hyper contente parce que je cochais toutes les cases. Bon, pas à l'école, j'étais une absentéiste. Mais finalement, ce que j'étais toute jeune, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que dans ce que j'aimais, j'excellais. Et pourtant, j'étais très rebelle. J'étais pas du tout une délinquante, j'étais très rebelle. Je faisais les règles à ma façon. Et j'essayais de créer un système de complètement à l'école, je faisais mes règles. J'avais mon parcours complètement indépendant. Même si j'étais absentéiste, j'arrivais à ne pas me faire virer parce que je faisais des plaidoiries exceptionnelles en conseil de discipline. Mais et ce que je fais aujourd'hui, donc 20 ans après, c'est à peu près pareil dans mon parcours, etc. Toi, est-ce que c'est pas plus tu vieillis, plus tu retrouves bon, les Américains disent ton inner child, Ouais. mais je trouve que ceux qui sont hyper alignés, ce qu'ils sont en étant adultes, est hyper corrélé avec ce qu'ils étaient finalement quand ils étaient enfants. Ouais, c'est clair. Bah, c'est ça, hein. C'est Mm. des gens qui veulent montrer au monde qu'ils pèsent. Et moi, je suis pas comme ça, tu vois. Et c'est pour ça aussi, tu vois, j'ai aucun intérêt à montrer des voyages en jet, des Ferrari, ça m'intéresse pas, tu vois. C'est pas. Après, s'il y a des gens qui adorent ça et c'est leur vie et tout, j'ai aucun sujet avec ça, tu vois, et je le regarde pas d'un œil négatif. Mais je pense qu'il faut de la légèreté, il faut être connecté avec ce qui nous fait du bien. Parce qu'en réalité, tu vois, on parlait un peu de sacrifice avant et je pense que c'est important, tu vois, de ne pas être que dans des choses agréables tout le temps. Mm. Parce que sinon, tu sors pas réellement de ta zone de confort et je pense que ça t'empêche de grandir et de découvrir des choses qui peuvent être parfois passionnantes. Mais je pense qu'il faut aussi le faire avec une intention qui est pure. Et la pureté de l'intention, pour moi, elle vient de qui tu étais quand tu étais petit. Parce que quand tu étais petit, tu faisais des choses par curiosité, intérêt, et c'est ça qu'il faut savoir retrouver. Ouais. On peut rester soi-même. Et je pense que cette voie-là, finalement, elle est plus compliquée que l'autre. Et Ouais, celle-ci. ouais, c'est sûr. Bah, parce que je pense que la société de base te fait douter, tu vois. Ouais. Il y a quelques mois, tu vois, j'ai lâché le poste de CEO, donc Ouais. président de la boîte. Donc maintenant, je suis chairman, l'homme chaise, si on doit traduire. Mais en gros, la plupart des gens, tu vois, ils sont en stress et ils disent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses à un nouveau projet? Tu sais, tu as plein d'investisseurs qui me contactent maintenant en mode, tu vas relancer un truc, il y a quoi et tout. Et ça me fait rire, en fait, de voir que les gens veulent à tout prix Ouais. que je me relance Ouais. dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et si je leur dis qu'en fait, bah non, en fait, moi, j'adore ma vie, tu vois, j'aide les startups que j'ai envie d'aider. Je suis pas motivé par l'aspect financier. J'ai encore, je détiens la majorité du capital de ma boîte. Donc, forcément, je bosse toujours sur la stratégie, j'accompagne les équipes si besoin et tout. Mais en réalité, tu vois, j'ai
pense que c'est important d'essayer de designer une vie comme on a envie de la vivre Mmh. et ne jamais oublier que les règles et les lois ont été écrits, par, des êtres humains, comme toi et moi. Mmh. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui font des erreurs, ça veut dire que c'est des gens, qui, peuvent se tromper et qui ont eu une vision à un certain moment, qui est pas forcément juste aujourd'hui. Quand tu prends, l'évolution, que tu regardes tu t'intéresses un peu à l'histoire, enfin, tu vois, le droit de vote des femmes, c'était pas il y a 1000 ans que ça a été voté. Enfin, tu vois, ce qui est quand même assez dingue. Alors qu'aujourd'hui, dans la société, si on disait, bon, bah, je pense que, demain, il faut retirer le droit de vote aux femmes, les gens, ils réagiraient, ils se diront: «Mais tu es un malade, c'est de la folie», tu vois? Bah, en fait, moi, j'aime bien me poser la question de me dire: «Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est une, règle ou une convention sociale, que les gens acceptent et qui, ne doit pas l'être, et OK. qui ne le sera plus, demain?» Et ça, tu vois, je trouve que c'est Donc un peu ta singularité, peut-être que ouais, ça sera un standard, bah, tu vois, l'alcool, je pense que c'est un bon exemple. mmh, En gros, moi, j'ai toujours, bu, tu vois, en soirée, enfin, j'aime bien faire la fête de façon générale, mais c'était normal, tu vois, par semaine, bah, tu sors boire des verres avec des potes, c'est toujours normal de boire de l'alcool. Et en fait, quand, je me suis commencé à me mettre vraiment sérieusement, au sport avec un objectif spécifique, bah, clairement, l'alcool, ça te fait, ça t'empêche un peu, Ah mais complètement. de récupérer, tu vois, plus rapidement quand tu t'entraînes. Donc moi, j'ai arrêté Ouais. et à ce moment-là, c'est vrai que, bah, dans mon entourage, tu te rends compte, en fait, que tu as des gens qui, essayent un peu de te faire culpabiliser. Oui, Mais de la même manière que, quand, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu as exactement. des gens autour de toi qui savent pas ce que c'est l'entrepreneuriat, Ouais, ils essayent un peu ouais, de te tirer dans les pattes. ouais. Et ça, je pense qu'il y a un comportement humain qui est naturel puisqu'en fait, on est quand même, une espèce, ultra sociale et communautaire et pour appartenir à une communauté, il faut avoir des codes qui Mmh. soient communs. Mmh. Donc quand tu as une personne qui change les codes, en l'occurrence, bah, ça peut être boire de l'alcool ou quand tu es qu'avec des gens qui sont employés et pour qui, le CDI, c'est le graal et que tu deviens entrepreneur, tu sors de leur, mode de pensée Ouais. et eux, ils voient ça comme quelque chose, peut-être d'ultra risqué, mais surtout, en fait, ça leur fait challenger leur façon de penser Mmh. et ça, les gens, ils sont pas prêts à ça. Mmh. Ils sont pas prêts à ça parce que je pense que dans la vie de tous les jours, bah, tu sais, on a tous, 1 000 000 de préoccupations et le fait d'accepter un mode de vie, une façon de vivre et ben, forcément, c'est vraiment quelque chose, ouais, je pense de rassurant et de se dire que tu appartiens à un groupe et ça Mmh. ouais. Bah, même en dehors du sentiment d'appartenance, c'est aussi on le voit quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu as un nouveau projet, quand tu prends plus soin de toi et notamment à travers l'arrêt de l'alcool ou, la mise au sport et cetera. En fait et ça, il y a plein de faits sociologiques, d'écrits sociologiques qui en parlent. C'est les gens qui proches de toi, soit c'est que par amour et par sécurité, donc voilà, eux, ils projettent leurs craintes sur toi, ils ont peur pour toi, donc c'est les pires conseils toujours, la Mmh. famille, les amis et il y a aussi on n'aime pas savoir qu'une personne qui a les mêmes racines que nous, qui a grandi avec nous, qui est notre équivalent, en fait, s'envole Ouais, parce que c'est ton miroir. Ça ouais. projette sur toi alors que tu étais bien, donc on avait tous les 2 le même mode de vie, on était bien, peut-être on était des semi-losers ou des average. «Ah mais toi tu sors de notre condition?» donc c'est même pas contre toi, mais en fait, c'est un sentiment de survie pour lui Ouais. parce que tu lui projettes, tu deviens le miroir de son incapacité à évoluer. C'est ça aussi. Mmh. Ouais, et c'était assez drôle d'ailleurs que tu dis ça parce que je me souviens à un moment, je parlais, tu vois, avec un de mes amis, de collège et tout, tu vois? Donc on se connaît quand même Mmh. depuis longtemps et un moment, en fait, il a sorti un truc Ouais. qui était, en gros que mon succès, il venait, tu vois? C'était grâce un petit peu à mon environnement et à ma famille, tu vois? Enfin, il sortait un truc un petit peu comme ça, je sais plus comment il l'avait formulé et du coup, je lui dis: «Mais» en fait, je lui dis: «Tu connais mes parents, tu vois? Enfin, tu sais où Mmh. j'ai grandi». Mmh. Mes parents, tu vois, ils ont jamais fait, enfin, tu vois, ma mère, elle a commencé, elle était, dactylographe. Mon père, il a essayé, enfin, tu vois, il faisait du graphisme donc il a jamais beaucoup gagné, d'argent. J'ai pas grandi, tu vois, j'ai manqué de rien, hein, évidemment, mais mes grands-parents, tu vois, c'est des fermiers. Il y a pas de il y avait pas d'argent dans ma famille, il y avait pas d'entrepreneur, il y avait pas, tu vois? Et en fait, je lui ai dit, enfin, genre: «Vas-y, explique», tu vois? Et il me disait: «Ouais, mais
tu as fait en école de commerce, tu es allé à HEC aussi, tu Bah, vois? ouais, mais bon, ça, c'est Je lui toi. dis: «Bah, mais c'est quoi le rapport?» Genre j'ai fait la fac, de sciences, j'ai travaillé pendant, 5 ans en parallèle de mes études pour mettre de l'argent de côté, pour ensuite, faire un double diplôme. Tu vois, je l'ai volé à personne. Mmh. Dans toute ma famille, avant, mon frère ou moi, personne n'avait Et plus que le aucun bac. déterminisme social là, Non, zéro. mais tu vois? Enfin, je suis pas en train de remettre en cause, le déterminisme social parce qu'il y a évidemment, un impact de ton environnement, Mmh. mais ça ne fait pas tout, tu vois? Ça ne fait pas tout parce que dans ton cas, il y avait peut-être un capital culturel, Ouais, c'est ça. mais il y avait pas d'exposition à l'ambition Non, ou le déterminisme pro-entrepreneuriat, ouais, pro-succès, mais j'avais des pro parents, tu vois, mon père, c'est quelqu'un qui est ultra cultivé, qui mmh, s'intéresse à plein de choses mmh et c'est sûr que ça m'a aidé, tu vois, à développer ma curiosité mmh, et qu'après, j'ai fait mes propres choix, tu vois? mmh. Mais c'est sûr, enfin, tu vois, on peut pas enlever, l'impact de son environnement, mais je pense qu'on est tous quand même, Voilà. on est tous, tu vois? Et parfois ton environnement, tu peux te le créer, hein. Parce que moi, je sais que l'entrepreneuriat, j'avais personne qui faisait de l'entrepreneuriat autour de moi. Au final, mes mentors, c'est des gens que, j'ai rencontrés sur internet, Mmh, tu vois? Et c'est des gens, qui me connaissent pas la mmh, plupart. mmh, mmh. Je suis allé consommer énormément de contenu, tu vois? Enfin, moi, je les considère comme mentors. Si je leur demande, «Tu connais Guillaume Houbèche?» Ils te diront: «Non». Mais du coup, tu vois, je pense que c'est important et on est dans un monde où, l'accès à l'information est ultra, enfin, tu vois, grâce à internet, n'importe qui dans le monde peut accéder, Mais complètement. à toute l'information du monde. Néanmoins, c'est toujours la même chose, c'est comment est-ce que, tu utilises l'outil Ouais. pour, essayer toi, de changer la personne que tu es, d'apprendre, de grandir, de changer le monde aussi, à ta manière et la réalité, c'est que la plupart des gens ne sont pas, prêts à faire ça. Et il y a une data qui est sortie aujourd'hui aussi, la France est le pays qui a le plus d'élus au monde. Ouais, ça Donc m'étonne pas. on a explosé le quota Bah, ouais, c'est et et qui les paye? En fait, c'est surtout ça, c'est c'est ça. surtout ça la question. Ouais, C'est tes impôts, en fait. et qui les paye Donc moi, je et préférais, tu vois, avoir, franchement, t'enlèves 50 des députés et tu rajoutes, tu prends ce chiffre-là et mmh, tu, payes mieux les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, tu vois? Enfin, juste des gens, qui font un taf qui est, essentiel. Tu formes beaucoup mieux les policiers, tu recrutes plus. Enfin, tu vois, tu crées juste, en fait, un monde où tu investis sur des choses qui mmh, sont utiles dans la société. complètement. Et il y a aussi ceux qui appliquent les lois, donc notamment dans la justice et dans l'administratif, donc ceux qui font les lois et ceux qui les appliquent sont de majorité de gauche, là où en fait l'opinion populaire en ce moment est plutôt de droite parce qu'il y a ce Mmh ras-le-bol et mh. cetera. Donc on va Et tout droit vers la le gauche, c'est le camp du quasi-communisme. bien aussi. Voilà, c'est ça, c'est la bien-pensance de la Ouais. gauche, sur la avec dans la presse et aussi, en politique, tu vois? En fait, moi, ce que je trouve assez ouf, c'est, parce que tu vois, en réalité, enfin, gauche ou droite, quand tu regardes les politiques, enfin, moi, évidemment, j'ai grandi dans une famille, qui est de gauche et cetera. Donc, tu vois, j'ai des valeurs, de répartition, sociale qui sont beaucoup plus fortes et c'est ce que je fais, tu vois, dans ma boîte, toutes les personnes qui bossent chez nous, ils sont aussi actionnaires de la boîte. Tout le Mmh monde, mh. touche des primes en fonction, tu vois, chaque année, les gens, ils prennent, entre 15 et 20 000 € juste de bonus supplémentaires, par rapport aux performances de la boîte. Mmh mh. Si un jour la boîte elle est revendue, tout le monde touchera, entre, 50 000 et sûrement, quelques millions, tu vois? Donc moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Je pense que la plupart des entreprises devraient fonctionner comme ça et tout. Mais en fait, quand tu regardes les gens, qui, aujourd'hui sont de gauche et qui vont, par exemple, manifester, il y en a beaucoup qui devraient plutôt se poser la question: «Comment, à mon échelle, est-ce que je peux avoir un impact Complètement, sur le monde dans lequel je vis?» complètement. Parce que tu vois, moi, quand je vois des gens qui manifestent pour, des conflits qui sont, à des milliers de kilomètres, et évidemment, tu vois, enfin, je suis pas quelqu'un qui est pour la guerre, je suis pas quelqu'un pour, enfin, tu vois, je pense que c'est important, que, tout le monde, sur cette terre puisse vivre avec des libertés. La France, c'est une terre de liberté, c'est cool qu'on puisse, s'exprimer. Mais quand tu vois que tu as des gens qui parlent de ça et qui sont là en train, de lutter, parce que, il y a des gens qui, meurent de faim, il y a des gens et en fait, moi, j'habite à République, tu vois? Les gars, genre, Tu as des SDF partout. tu as des SDF partout. Est-ce qu'il y en a un qui s'est Mmh, posé pour, mmh. aider? Et c'est pas qu'il y a que des SDF partout, c'est qu'à République, chaque année, tu as des SDF qui meurent dans Mmh. la rue. Mmh, 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 mmh. Et absolument, tu vois, on parle de gauche ou de droite,
Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup et de plus en plus d'entrepreneurs qui prennent la parole. Et tous se disent de droite, mais on vient même pas avec des convictions, on vient pas même sans conviction politique. C'est qu'on se dit, bah, aujourd'hui, on a un parti qui a l'air de condamner les gens qui font le plus de valeur dans le pays, Ouais. là où il y a un autre qui va un peu plus valoriser la méritocratie. Donc en fait, c'est juste qu'on se rapproche davantage de ceux qui vont valoriser le travail, qui vont valoriser le risque qu'on prend au quotidien et l'apport qu'on donne à la société, en fait. Ce qu'on provoque. Là où, bah, il y a d'autres partis ou d'autres, voilà, il y a d'autres communautés politiques qui sont attentistes, qui sont dans l'attaque, qui vont attaquer ceux qui apportent le plus au pays, qui vont réclamer plus d'eux et qui veulent prendre à ceux qui font plutôt que de faire eux-mêmes. Ouais, et puis surtout, en fait, tu vois, je pense qu'il y a un truc qui est super important dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'aujourd'hui, les politiques ont un intérêt à opposer les patrons, pseudo-détenteurs de richesse, des employés. Alors qu'en réalité, si tu demandes, franchement, on prend 1 million de travailleurs en France et on leur demande, sur votre salaire que vous touchez tous les mois, combien est-ce que vous pensez que votre patron a payé de charges? Mm. Juste, en fait, donner ce chiffre. Mm. Je suis quasi sûr à 100% que 99% des gens seront totalement à côté de la plaque. Complètement. Les gens sous-estiment de ouf. Ouais. Enfin, franchement, quand t'es patron, évidemment, tu vois, moi, je trouve, le SMIC aujourd'hui, il est beaucoup trop bas. C'est sûr. Il faut augmenter le SMIC. Enfin, tu vois, il y a... Ouais, mais le trop bas vis-à-vis de quoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas trop aussi imposé? Parce que Mais bien sûr. Et après, c'est où est-ce que tu vas chercher l'argent? Le patron et bien sûr. l'État impose ceux qui gagnent le SMIC. Ça n'a aucun Mais c'est sens. sûr. Mais moi, tu vois, je suis beaucoup plus partisan de donner plus d'argent aux gens, de payer moins de cotisations, de financer beaucoup moins de députés, d'eurodéputés qui servent à rien. Mais par contre, tu vois que les gens au quotidien puissent avoir une meilleure vie, puisque c'est le cas. Et après, tu vois, tu as quand même beaucoup de boîtes qui font en sorte de bien payer. Tu vois, on peut parler, les gens critiquent à fond la Startup Nation, etc. Moi, si tu prends les gens qui bossent chez nous, et il n'y a pas que des gens qui ont bac+5, tu as des gens qui n'ont pas de diplôme, tu as des gens qui, le salaire moyen ou médian, il est très élevé, tu vois. Et c'est pas du tout, c'est pas 2 fois le SMIC, tu vois, c'est beaucoup plus. Et donc, en fait, ça existe. Enfin, tu vois, il y a moyen de créer beaucoup de valeur, il y a moyen de mieux répartir les richesses, mais il faut pas il faut pas continuer cette narrative de les patrons sont les pires sur terre. Il faut juste regarder où est-ce que va l'argent. Et en plus, c'est par rapport à quoi? C'est l'humilité ou la modestie faussement chrétienne, où c'est bien vu de ne pas évoluer, c'est bien vu de ne pas gagner d'argent parce qu'on est censé avoir plus de vertu morale quand on reste pauvre ou quand on ne veut pas plus. Alors qu'avoir plus, c'est aussi donner plus, c'est aussi apporter plus, c'est enrichir les autres. Quand tu t'enrichis toi-même, tu enrichis les autres. Tu crées de l'emploi, tu contribues plus à la collectivité. Mais encore une fois, cette bien-pensance qui n'a aucunement conscience des réalités. Là, on a vu tes racines, un peu tes succès aussi. Quels échecs t'ont le plus appris? Et quel échec, c'est même 2 questions, quel échec tu souhaites aux gens? Parce que parce que moi, j'estime qu'il y a des échecs dans la vie qui te font tellement grandir que je suis ravie de les avoir connus. Et je me dis, mais en fait, une personne, elle passe un step tellement fort. Il y a des murs qu'on doit se prendre pour être une meilleure version de soi. Ouais. Je pense que l'échec qui m'a le plus marqué, c'est que quand j'ai lancé ma première boîte, tu vois, j'étais sûrement très naïf, très candide, mais je partais du principe que tout le monde porte des t-shirts, donc une marque de t-shirt, ça marcherait forcément. Et mon père, lui, il faisait un petit peu de sérigraphie, donc il avait construit sa propre petite machine, tu vois, il pouvait imprimer sur du tissu. Et du coup, j'ai voulu lancer un business avec lui parce que je me suis dit, tu vois, c'est cool, lui, il peut faire les t-shirts, moi, je peux les vendre. Et en fait, ça sera le moyen aussi de redonner, tu vois, pour tout ce qu'il a fait pour mon frère et moi, tu vois, parce que en réalité, j'ai manqué de rien et c'est grâce à lui, tu vois, que j'ai pu être là où je suis aujourd'hui, parce qu'ils ont sacrifié des choses et qu'ils ont décidé de faire des choix qui étaient pas faciles, tu vois. Ils auraient pu, je sais pas moi, rester à la ferme et je pense que j'aurais eu une vie différente. Ils ont décidé de venir à Paris. Au début, dans un appartement, on était à 4 dans, je sais pas, 38 mètres carrés. Enfin, tu vois, il a fait plein de choses qui ont fait que j'ai pu avoir une vie où j'ai manqué de rien. Et pour moi, c'était important de redonner. Et en lançant ce business, ça a été vraiment un échec
Et moi, j'étais très optimiste sur le fait que ça allait super bien marcher. Donc, je mettais beaucoup de pression à mon père pour qu'on ait du stock. Donc, je le faisais charbonner à fond parce que j'étais persuadé que en mettant le site internet en ligne, on allait avoir un raz-de-marée de commandes. Et au moment du lancement, ben, en fait, pas de commandes, quoi. Mmh. Puis une, puis deux, et puis on est arrivé jusqu'à 6, 7 commandes au max. Et en fait, ça, c'était très dur parce que j'avais un peu la honte, tu sais, d'avoir fait des promesses et de pas réussir à les avoir tenues. Mmh. Et ça, c'était dur. C'était dur. Après, avec mon père, tu vois, il y avait eu beaucoup de tensions pendant le process parce que c'est moi qui faisais le site internet et que je galérais. C'était il y a longtemps, donc tu vois, il fallait coder les trucs. Enfin, c'était vraiment une galère. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, avec Shopify, il y a plein de trucs que tu fais en 2-2, enfin, ou n'importe quel outil d'ailleurs, mais c'était très compliqué. Et puis, j'étais dans ce monde où je me disais, bah, toutes mes promesses, tu vois, j'ai pas réussi à les tenir. Et donc, j'ai un peu arrêté lâchement ce projet avant de me relancer avec un pote à moi, tunisien, Badis, qui lui avait un business acumen, donc un goût pour le business très développé. Il venait d'une famille d'entrepreneurs. Il avait fait ses études aux États-Unis. Il était vraiment, enfin, super intelligent comme mec. Et c'est vrai que tu vois, lui, il m'a proposé de le rejoindre dans son projet parce qu'il avait vu que j'avais beaucoup bossé quand même pour un truc qui n'avait pas marché. Donc, à la fois, c'était un échec qui était très dur parce que bah, ça a dégradé la relation avec mon père Mmh. pendant pas mal de temps parce que par la suite, en fait, lui, il m'a vu enchaîner des projets qui marchotaient ou qui marchaient pas. Et donc, je pense il se posait des questions. Et à côté de ça, moi, j'avais un peu ce truc aussi où, en fait, j'en ai voulu à mon père pour l'échec de ce projet, Mmh. alors qu'en réalité, j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, je m'en voulais à moi-même. Ouais. Et ça a fait que pendant bah, quelques années, on se parlait quasiment plus, alors que mon père, tu vois, c'est quelqu'un qui est très créatif. C'est un peu, tu vois, l'artiste de la famille, mais tu sais, c'est l'artiste incompris, quoi. Mmh. Il adore la poésie, l'écriture, tout ça, tu vois, c'est pas des trucs qui rapportent de l'argent, mais tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui est très cultivé, et j'adore discuter, tu vois, j'ai toujours adoré discuter avec lui. Et là, tu vois, il y avait un peu ce truc de honte, et j'ai mis du temps, tu vois, avant de pouvoir en parler. Et à chaque fois que j'en parle, il y a toujours un peu d'émotion. Mais là, tu vois, ça va faire 10 ans, donc ça va. Mais en réalité, ça, je pense que c'était un des plus gros échecs, mais qui m'a permis par la suite, tu vois, de me dire, en vrai, l'entrepreneuriat, j'adore ça. Tu vois, et genre, et même si je fais pas d'argent, genre, c'est un truc, je surkiffe, tu vois, l'énergie qu'il y a, le côté création, partir de rien et réfléchir à un business, à un nom, à ce que tu vas faire, comment tu vas aider les gens, comment tu te positionnes, comment tu développes des logiciels, comment tu apportes des solutions à des problèmes. Ça, c'est kiffant. Et après, l'échec que je souhaite à tout le monde, en fait, je dirais que j'ai pas un échec en particulier, mais ce que je souhaite aux gens, c'est que ils se fassent confiance et que, en se faisant confiance, ils se trompent. Ça, c'est ce que je te souhaite, ou ce que je souhaite aux gens, qui écoutent. Parce que en gros, on vit dans un monde où on nous a, tu vois, quand tu réfléchis et juste, si je te demande il y a combien de sens, naturellement, tu vois, tu vas en sortir 5, quoi, tu vois? Mmh. Genre, le toucher, la vue, l'odorat, Mmh, le mmh, goût, mmh, mmh. mais en réalité, il y a plein d'autres sens. Juste tous les autres sens, c'est des sens qu'on nous apprend pas à l'école. Oui, ouais, ouais. Donc, tu vois, la proprioception, c'est la vision du corps dans l'espace. Donc, tu vois, je ferme les yeux. Si je lève mon bras, je sais que mon bras, il est levé. Ou je me mets sur une jambe en fermant les yeux. Pareil, tu vois, je sais que je penche d'un côté plus que d'un autre. Ça, c'est la proprioception. Mais l'intuition, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est un truc qu'on n'apprend pas à développer. On oppose l'intuition au côté cartésien. On essaye de vouloir nous dire que c'est mal. Et ça, on le voit, tu vois, pour avoir lu à peu près 80% des livres les plus connus sur le recrutement, tout va vers la normalisation du recrutement. Comment est-ce qu'on fait une scorecard donc pour un rôle spécifique que je recrute? Quelles sont les compétences nécessaires pour que ce rôle soit accompli? Pour chaque compétence, comment est-ce que je vais essayer de l'évaluer dans mon process d'entretien? Et je mettrai une note à la personne, tu vois? Et donc à la fin, j'ai une note globale qui me permet de différencier les candidats. Mais ça, tu vois, c'est
pire absurdité sur Terre. Mmh, mmh, mmh. Mais après, tu vois, je pense que j'ai fait des milliers d'entretiens au cours des dernières années, recruté des centaines de personnes. La réalité, c'est qu'il faut que tu apprennes à suivre ton intuition. Complètement. Et c'est ton intuition qui va faire que tes décisions, elles seront alignées avec qui tu es et que même si tu te trompes, c'est pas grave en fait. Tu rebondiras beaucoup plus Mmh. vite. Le problème de l'esprit cartésien, c'est que quand tu as un raisonnement qui a l'air de tenir la route ou en tout cas qui a convaincu ton cerveau et que tu te trompes, Mmh. ben en fait, qu'est-ce que ça t'envoie comme message? C'est: «Je suis la mauvaise personne» Ouais. et donc tu te fermes à 100 la porte et ça, c'est nul. Mmh, Alors mmh, que quand c'est ton intuition et que tu l'as fait et que tu l'as fait en pleine conscience et en alignement, ben là, tu auras jamais vraiment de regrets. mmh. Tu vois? Évidemment, tu aurais peut-être voulu faire les choses différemment, mais en fait, tu l'as fait en pleine conscience Oui. et ça, c'est le plus important. Parce que tu sais que la prochaine fois, tu referas pas la même chose. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB, qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF et 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation, qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas, 5 jours sur 7. Investir comporte des risques, c'est important de le faire avec un acteur régulé. Et XTB est contrôlé par la CPR et l'AMS. Vous avez les ouvertures de compte gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Mais vous avez une offre spéciale en ce moment jusqu'au 15 décembre, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte et un dépôt de plus d'1 € avec le code Sabrina. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la légende de cette vidéo et en premier commentaire. Heu, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne sait pas le faire? Moi, j'ai mis du j'ai réappris à faire confiance à mon instinct parce que je me suis rendu compte, je fais mon bilan à la trentaine, que toutes les mauvaises décisions que j'avais prises, je savais en le faisant que c'était, mais que ce soit un achat immobilier, que ce soit une association, je le savais. Sauf qu'en fait, rationnellement, tout me disait: «C'était que des green lights». Ouais. Mais je savais, j'étais même en capacité de dire quand ça allait capoter. Mais je ne pouvais pas me dire à moi-même parce que je me faisais pas assez confiance ou même dire aux autres: «Non, non les gars, on le fait pas». Mais pourquoi? Bah, en fait, et là tu sais pas quoi dire. Bah, non parce qu'aujourd'hui on n'accepte pas ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour qu'il se reconnecte davantage avec son instinct? Je pense qu'il y a plein de choses que tu peux faire au quotidien pour être un peu plus connecté, tu vois? Mais, déjà quand tu es, avec une personne que tu rencontres, essaye de te dire, c'est quoi l'énergie? Mmh. Enfin, juste déjà essayer de comprendre, un peu l'énergie, comment elle fonctionne. Tu vois, quand je suis arrivé ici, ça bougeait, tout le monde était souriant, il y avait une bonne vibe. Donc instantanément, bah, je me suis dit: «Ça va être cool, c'est sympa», tu vois? Enfin et ça, en gros, ça t'arrive partout. Tu vas dans un restaurant, tu as le patron qui engueule un serveur. Bah, tu vois, moi, par exemple, je sais que mon estomac, je le ressens directement Mmh mh. et que même la nourriture, je vais beaucoup moins apprécier quand il y a quelqu'un qui me sert, qui est ultra pressé, Mmh. ultra stressé versus quelqu'un qui est, sympa, tu vois, qui est dans un bon mood, tu vois? C'est totalement différent. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, parmi les gens que, je fréquente, que ce soit au bureau, que ce soit dans ma vie, donc pro ou perso, quels sont ceux qui me donnent de l'énergie et ceux qui m'en sucent, tu vois? Mmh Qui mh, c'est mmh. les vampires, quoi, autour de Ouais, moi? ouais. Et en fait, essayer déjà de ressentir ça, tu vois? Et de le marquer. Ensuite, c'est, au quotidien, tu vois, quand il y a des décisions, qui te font peur ou des décisions importantes, écris ce que tu ressens. Vraiment ce que tu ressens. Pourquoi tu as peur? Juste se poser la question: «Pourquoi?» «J'ai peur, je sais pas, de recruter cette personne». «Pourquoi tu as peur?» «Bah, j'ai peur parce que, j'ai ressenti que ta 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 ta». OK, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu penses que tu pourquoi est-ce que tu penses que tu as ressenti ça? OK. Est-ce que c'est parce que tu as rencontré quelqu'un à qui elle ressemble? Est-ce que parce qu'elle a dit quelque chose qui t'a fait penser à quelque chose d'autre? Et en fait, petit à petit, en te posant toutes ces questions, un peu au quotidien, tu vas comprendre comment ton corps y réagit Mmh. et là où il a envie de t'emmener, tu vois? Et je pense que ça vient, tu vois, des moments, où, et si tu arrives pas au début à savoir, ces énergies-là, c'est juste, pars du principe que, dès que tu as, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, il faut se poser des questions.
Et c'est ces moments-là qu'il faut analyser. Pourquoi est-ce que j'étais super joyeux, tu vois? Qu'est-ce qui faisait, je sais pas, qu'on s'est bien marré, que c'était drôle? Enfin, tu vois, j'avais fait quoi cette journée? Ouais, en fait, j'en avais marre de tout. J'étais juste dans un, tu vois, peu importe, mais en gros, pose-toi les questions et essaye de reproduire des moments que tu as adorés ou en tout cas où cette énergie, elle était. En général, tu te concentres sur des choses positives pour voir ce que ton intuition te dit de faire. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'en fait, tu vois, il y a un livre, j'ai oublié comment il s'appelle, mais en gros, c'est comment rajouter du fun dans sa vie, tu vois? Et si je te dis: «OK, demain, ton objectif de vie, c'est, de créer une vie qui soit, drôle, une vie où tu t'amuses». Bah, en fait, ton quotidien et tes choix, du quotidien, ils vont changer. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Donc tu vas te dire: «Beh, si je veux m'amuser, pour que je m'amuse, il faut des gens avec qui j'ai envie de rigoler, des gens avec qui je m'entends bien et potentiellement des activités qui soient aussi drôles», tu vois? Donc maintenant, tu vois, tu as 2 catégories et là, d'un coup, ton cerveau, il peut réfléchir, tu vois? C'est qui les gens avec qui, je rigole? Pourquoi est-ce que je rigole avec eux? Et c'est quoi les activités, qui potentiellement, sont amusantes ou, tu vois, divertissantes? Et en fait, petit à petit, tu te rends compte que, ton intuition, elle va vouloir t'amener vers des choses que tu avais peut-être oubliées. Mmh. Parfois, tu sais, il peut t'arriver des trucs ridicules dans la rue, tu vois, moi, je sais pas, je monte les escaliers, je loupe une marche, je vais tomber. En réalité, enfin, je sais que si je vois quelqu'un tomber, évidemment, je me dis: «Est-ce qu'il s'est fait mal?» mais la Moi, situation me je fait rire ouais, bien sûr. et quand ça m'arrive à moi, en fait, ça me fait rire aussi Bah oui, bien et sûr. la plupart des gens, ils sont trop sérieux, tu vois? Ils sont dans ce mood de, «J'espère que personne m'a vu, na» c'est pas grave, tu vois? Et il faut de la légèreté. Mais pour qu'il y ait de la légèreté dans la vie, il faut aussi savoir la créer, tu vois? Ouais. Et ça, ton intuition, elle saura le faire. Toi, maintenant, ton plus gros marché, c'est toujours les États-Unis, j'imagine. Mmh. Qu'est-ce que tu observes, dans la culture, dans la manière de faire, chez les Américains et même globalement à l'étranger par rapport à notre mentalité au travail Ouais. en France? Je pense que les Américains, de base, ont un outil de propagande qui est, extrêmement puissant, Mmh. et j'utilise le terme propagande parce que je pense que c'est important, d'utiliser le terme, approprié. C'est une propagande puisqu'ils arrivent à diffuser des idées qui sont pas toujours réelles Mmh. afin de faire changer la vision de l'opinion. Mmh. Donc on l'avait pu le voir avec, Cambridge Analytica, ce qui s'était passé aux États-Unis où certaines personnes, certains groupes avaient réussi à faire changer, l'opinion publique pour, réussir à faire élire un président plus qu'un autre. Mmh. La réalité, c'est que ça, c'est le quotidien, des États-Unis dans la façon dont ils font du business. La narrative qu'il y a aux États-Unis et qui est fortement poussée et en fait, quand tu regardes les médias où les gens sont le plus souvent aujourd'hui, ces médias-là, c'est quoi? C'est Meta, donc Facebook, Instagram, TikTok, X, donc Twitter, LinkedIn. Donc là-dedans, à part, TikTok qui, est chinois, potentiellement le reste, c'est uniquement américain. Donc ils ont des plateformes qui permettent de propager certains messages dans le monde qui font qu'ils continuent de prospérer de la façon dont ils prospèrent, alors que la réalité est, je dirais, totalement, contraire à ce qu'on peut penser. Donc je vais donner des exemples concrets. Les États-Unis arrêtent pas de dire que, l'Europe, c'est un musée, qu'il y a pas de talent en Europe, que l'Europe, en fait, ça sera jamais, les meilleures boîtes tech. Néanmoins, quand tu regardes les talents, tu prends OpenAI, donc Mmh. ChatGPT, qui est la CEO d'OpenAI? Mmh, mmh, mmh. Fidji, c'est une Française qui a fait HEC, mais qui vient du sud de la France. Voilà. Quand tu prends, Meta, l'intelligence artificielle, Yann Lequin, qui est, Chief Scientist Officer, donc qui s'occupe de toute la partie scientifique, c'est un Français aussi. Les équipes de, Google DeepMind, toutes les équipes, en fait, qui bossent sur, ce genre de choses, bah, en fait, il y en a plein en Europe. Pourquoi il y en a plein en Europe? Parce que pour être bon en intelligence artificielle, il faut être excellent en maths, excellent en informatique. La réalité, c'est qu'en Europe, on a des écoles qui, historiquement, sont très bonnes Mmh. en informatique et excellentes en maths, les meilleures du monde en maths, tu vois? Donc en réalité, l'Europe a tout pour réussir à faire des contenders et économiquement parlant, en fait, il y a un intérêt pour les États-Unis à dire que l'Europe est mort et que les États-Unis sont, ceux qui vont gagner Mmh. ce combat Mmh. et la réalité, c'est quoi? C'est que, bah, évidemment, les États-Unis sont la puissance économique qui attire le plus de financements internationaux. Tout le monde, achète, des bons, du trésor américain.
Donc, plus il y a de personnes qui achètent des bons du Trésor américain, moins c'est un État qui peut aller à la faillite. Puisque si toute l'économie mondiale détient du dollar, le dollar ne faillira jamais, tu vois. Enfin, je simplifie évidemment, mais et donc du coup, les États-Unis ils sont très très bons pour pousser des narratives réellement, tu vois. Et pourtant, de par leur Mais propagande oui, continue, et même nous, euh, Français, Européens, on a cette vision-là parce qu'on bien a sûr, été biberonnés ouais, à Netflix, etc. ouais, c'est ça. Et donc en fait, on se rend pas assez compte, et je trouve que c'est très dur, c'est que quand tu as des médias ultra puissants qui poussent une certaine image, qu'elle soit caricaturale ou non, en fait, ça devient la réalité dans l'esprit des gens. Mm. Et donc, tu as plein de gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu dis que l'Europe, c'est un musée et que l'Europe, il n'y aura jamais de boîte, qu'est-ce qui va se passer? Tous les profils ultra brillants Oui, qui sont ambitieux, oui. où est-ce qu'ils vont vouloir aller? Après, à leur décharge, en fait, il y a les cerveaux qui sont en Europe. Il y a l'éducation, il y a le capital culturel, etc. Mais c'est vrai que tout le monde se barre pour des raisons qu'on a évoquées plus tôt. Voilà, tabou lié à l'argent, carrière compliquée, climat politique, etc., qui favorise pas ça. Vision des riches aussi. Ouais. Voilà, vision des riches, Dans vision de l'ambition. l'acceptation des riches dans la société. C'est ça. Ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je trouve que tu as des gens qui ont vraiment. En fait, les gens, je trouve qu'ils ont beaucoup plus, mais ça aussi, c'est parce qu'il y a un message qui est martelé, mais ils ont beaucoup plus le côté de je suis quand même responsable de mon destin. Complètement. Il y a un peu un fatalisme parfois par des gens, tu vois, qui occupent des postes, par exemple, je sais pas, de caissier ou quoi, où ils vont se dire bah, jamais de ma vie, j'aurais pu faire autre chose. Et ça, tu vois, c'est limite un peu triste parce que c'est la mentalité à l'américaine, comme tu dis, tout le temps aux gens qui sont responsables de leur destin, alors que tu as quand même une grosse part de la société qui fait que tu iras, enfin, il y a quand même un peu de déterminisme, tu vois. Enfin, Oui, je te mais dis, oui, hein, bien sûr, bien c'est un sûr. pourcentage important en plus aux États-Unis, le déterminisme social. Euh, mais la réalité dans tout ça, je trouve, c'est que la différence fait que les états d'esprit aux États-Unis sont des états d'esprit où l'ambition, c'est pas un tabou. Que lorsque tu es entrepreneur, les gens, ils t'applaudissent sûr, et ils veulent savoir ce que tu bien fais, sûr. comment tu le fais. Que la plupart des gens, quand toi, tu as l'impression de réussir, ils te rappellent que tu peux faire encore plus Mm. parce que c'est le pays du plus. Plus et ça dans tout, tu vois, hein, on peut prendre que ce soit du pot de beurre de cacahuète jusqu'aux voitures, jusqu'à la taille de leurs entreprises. Ça illustre assez bien, tu vois, le pays des gratte-ciel. C'est ça, c'est on fait plus, toujours plus. Et après, toutes les personnes qui vont entendre ça vont se dire ouais, mais on n'a pas besoin de plus, on a besoin de moins, on a besoin de décroissance, etc., etc. La réalité fait que on est dans un monde qui aujourd'hui est ultra capitaliste. Ouais. Et en fait, je pense que l'Europe a énormément d'atouts. On a une richesse géographique, on a une richesse euh, intellectuelle, on a une richesse culturelle que les États-Unis n'auront jamais. Je parle en termes de culture, hein, parce que Mm. c'est un pays qui reste très jeune. Intellectuel, il y a des cerveaux aux États-Unis. Mais là où les États-Unis sont très bons, c'est qu'ils savent porter une vision et Oui. une narrative très forte. Ils ont compris que la meilleure façon, le meilleur moyen de fédérer, c'est d'avoir un ennemi commun. Donc ça, c'est la base, tu vois, de n'importe quelle personne qui lance un groupe important. C'est si tu as envie de créer un mouvement, il faut que tu trouves un ennemi sur lequel tu vas jeter tes cailloux. Et sur qui ils jettent des cailloux? C'est les Chinois. Les Chinois, si ils sont meilleurs que nous dans l'intelligence artificielle, on va tout perdre. Donc maintenant, ça devient, tu vois, on parlait de mission de vie. Pour beaucoup, ça devient la mission de vie. Et la réalité, c'est que en France, tu as des gens qui ont aussi ça, tu vois. J'ai rencontré des gens qui bossent sur des ordinateurs quantiques, qui ont levé des centaines de millions. Et ben, c'est le même, c'est la même vibe que si tu as regardé le film Oppenheimer, où tu as des chercheurs à tous les coins de la planète. Bon, là, on est focalisé sur ce qui se passe à Palo Alto et tout, mais il faut bosser sur le nucléaire pour avoir quelque chose qui permettra de changer le cours de l'histoire. Mm, mm, Les mm. ordinateurs quantiques peuvent changer le cours de l'histoire. Mm. Et c'est un vrai enjeu réel d'un point de vue juste C'est la souveraineté du c'est pays. la C'est une souveraineté, c'est l'armée, c'est Mm. tu vois, il y a des enjeux qui sont très très forts. Et donc, il y a ça pour certaines personnes. Et là, tu vois, qu'on critique Mistral, tu vois, avec ce qu'ils ont fait, leur CEO qui est peut-être pas la personne la plus inspirante en business, mais qui est quelqu'un de brillant.
bah, en fait, ils arrivent aujourd'hui à, à attirer beaucoup de talents d'Europe qui viennent ici, qui n'ont pas envie d'aller aux États-Unis, qui ont envie de vivre, dans des villes où en fait, tu peux sortir chez toi et marcher, sans avoir à prendre ta voiture, où tu as du confort, où tu as, bah, ta famille qui est pas forcément, trop loin. Mmh. Et de ce fait, ils arrivent à créer un produit qui, est potentiellement, ultra compétitif à l'échelle, mondiale, tu vois? Mmh. Je vais te poser des questions que je pose à tous mes invités. Ah là là. Alors, le livre ou le film qui t'a le plus inspiré et que tu conseillerais à tous les gens de Bah, conseiller? je vais faire un film et un film, un livre. Je pense qu'en livre, How to Live de Derek Sivers. OK. En fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est, la traduction, c'est «Comment vivre», OK. comment vivre sa vie. Ce que j'adore dans le livre, en fait, c'est qu'il y a une vingtaine de façons de vivre sa vie qu'il va décrire. C'est un livre qui se lit très rapidement, il y a une centaine de pages à peine. Et l'avantage, c'est que chaque façon de vivre va contredire la façon d'après. OK. Et ce qui est vachement intéressant, donc on parlait de l'intuition, c'est que, quand tu lis le livre, il y a parfois tu vas vachement te reconnaître dans un chapitre et parfois beaucoup moins. Et je trouve que dans un monde où c'est très difficile de savoir ce qu'on veut faire, qui on veut être, c'est cool d'avoir, du coup, ne pas partir, tu vois, avec la feuille blanche et d'avoir un livre qui te permette de te guider un petit peu là-dedans. OK. Donc, très bon livre. Et après en film, pour toutes les personnes, qui aiment l'entrepreneuriat, je pense que, The Founder, j'ai bien kiffé, je l'ai regardé il y a pas très longtemps, Ouais, extraordinaire. et franchement c'est, donc sur l'histoire, de McDonald's, et du coup ça rappelle un truc qui est important parce que je pense que pour beaucoup, il y a une croyance limitante de dire que, l'entrepreneur, c'est la personne qui est visionnaire et qui a, l'idée du siècle. En réalité, pour moi, les meilleurs entrepreneurs, tu prends même Steve Jobs qui est décrit comme étant un visionnaire. Steve Jobs n'a jamais réellement Mmh. eu, ou inventé d'innovation. Il a toujours été entouré de personnes qui ont innové pour lui. Oui. Que ce soit, l'iPhone, l'iPod, le Mac, tout ça. Quand lui a essayé de faire des choses, de son, plein gré, souvent ça a été des échecs, alors que les breakthroughs technologiques, pareil, tu vois, il avait, volé, certaines choses chez, je crois que c'était Xerox à l'époque, notamment, l'interface graphique qui a révolutionné un peu, l'ordinateur. Mais voilà, donc ouais, 2 films, 1 film et un livre. On a parlé des racines, on a parlé de l'apprentissage vertueux à travers les échecs. Aujourd'hui, là, tu es Sherman maintenant. Tu as parlé des attentes que les autres avaient pour toi. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu as une vision de ce que tu veux faire? Ou est-ce que justement là, tu as décidé de te laisser porter et pas écouter ce que les gens attendent de toi? Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je suis dans un mood où, j'ai besoin de créer un peu d'ennui. Mmh. Donc j'ai besoin d'avoir un peu de vide. J'ai trop rempli ma vie, je pense, pendant, plein d'années, et le vide, ça me permet de savoir là ce que j'ai envie d'explorer. Donc je fais un peu de musique, un peu d'art, tu vois? Il y a pas mal de choses comme ça qui m'attirent. Donc je vois où, certains projets m'amènent. Je suis en train de rénover, tu vois? Un énorme appart aussi, donc en fait, il y a pas mal de trucs, que je teste, parfois un peu plus manuel, parfois un peu, plus artistique, et je regarde, si ça me enfin, tu vois, comment je me sens quand je fais ce genre de choses, Mmh. tout en gardant, bah, mes activités que j'aime, hein, tu vois? Parce que je suis toujours passionné par l'entrepreneuriat, j'adore aider les gens, donc j'ai constamment, des sollicitations de personnes qui ont besoin d'aide, donc ça fait toujours, plaisir de se sentir, utile. Mais je me laisse un peu plus d'espace où avant j'étais vraiment, tu vois, tout le temps à essayer de combler les trous. Là, je respire un peu plus. Mais du coup, toi qui avais fait un tour du monde et cetera, est-ce que tu veux te laisser du temps pour, flâner, redécouvrir ça différemment, j'imagine, vu que tu as beaucoup moins de contraintes maintenant? Ou, est-ce que tu te vois davantage en advisor ou même, Mmh. heu Bah, en réalité, enfin, sur la partie, voyage, moi, je passe, je pense, que quelques mois par an, tu vois, à Paris. Le reste du temps, je voyage pas mal déjà. J'adore Cape Town, donc je passe beaucoup de temps en Afrique du Sud. J'aime bien, passer du temps, dans la nature et tout, donc c'est des choses que je fais, déjà. Repartir, dans un tour du monde, je sais pas si c'est vraiment, tu sais, il y a plusieurs types de profils, explorateurs ou exploiteurs. Les exploiteurs, c'est ceux, tu vois, qui, par exemple, aiment bien aller au même endroit, commandent la même chose,
Tu vois, quand ils vont en vacances, bah, ils veulent retourner tout le temps dans les mêmes régions et tout. Et ça, en fait, j'ai jamais compris les gens qui Moi faisaient non ça plus, moi non plus. jusqu'à récemment. Donc en fait, toute ma vie, j'ai été très explorer. J'adorais tout le temps aller découvrir des nouvelles choses et tout. Et au cours des dernières années, j'avoue que j'apprécie plus le fait de créer des choses stables, durables. Et donc, non, franchement, je suis assez ouvert, mais j'ai quand même un peu cette envie, c'est sûr, de bouger un petit peu plus. Mais en réalité, le business, ça reste quand même une part importante de ce que je fais au quotidien. Donc, tu vois, il faut le faire dans des conditions. Je vais pas aller prendre un bateau pendant 6 mois au milieu de l'Atlantique, quoi. Ouais, ouais, quand j'avais une vie moins enfin, professionnellement, elle a toujours été remplie, mais on va dire moins l'entrepreneuriat, c'est une aventure tous les jours. Mmh. Tous les jours, tu as des contraintes, tous les jours, tu le découvres. C'est un voyage quotidien et quand j'avais pas ça, donc je travaillais beaucoup, mais même si j'avais des super jobs et tout, j'avais pas cette charge mentale en permanence. Donc quand je voyageais, c'était des road trips, les voyages humanitaires au fin fond de l'Inde, fin fond du Sénégal. Mais aujourd'hui, je me verrais plus faire ça parce que j'ai tout simplement pas l'énergie et j'ai Ouais. plus l'énergie vitale. Je peux plus assumer des vacances découvertes Mmh. alors qu'au quotidien, donc tu deviens un peu plus, ouais, un peu plus routinier. Ouais. Mais je pense que ce truc de bon, il y a routine et routine, mais il y a une routine beaucoup plus qualitative que d'autres, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, en fait, tu vois, une fois de plus, la routine, c'est vu par la société comme quelque chose de négatif. Tu vois? Enfin, la plupart des gens te disent que, non, mais la routine, c'est de la Parce que merde, la machin routine, et tout. la plupart des gens, elle est pas choisie aussi. C'est ça le truc. Ouais, mais en réalité, en fait, quand tu vois des choses, enfin, je trouve qu'on a toujours tendance à vouloir faire penser aux gens qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Donc, lire un livre un dimanche soir au coin du feu, c'est bien. Regarder Netflix sous la couette, c'est mal en mangeant de la glace, tu vois? Et ben, en fait, tu vois, moi, genre, je suis pas dans ma vie, tu vois, elle est designée autour du kiff. Si j'ai envie de faire des trucs, de kiff, je vais pas réfléchir à ce que, Jean-Jacques le journaliste est en train de dire sur, ce qu'une vie doit être ou pas. Tu as plein de gens, tu vois, qui te disent, «Non, mais moi, je fais pas ça, ma vie, elle est pas du tout routinière et tout», alors que c'est les premiers qui kiffent avoir leurs petites habitudes chez eux, manger leur petite soupe et kiffer. Faut arrêter, en fait, de s'inventer Mais tu vois, une tous ceux vie. qui vont juger en fait, souvent, ceux qui vont critiquer le mode de vie des gens, c'est parce que, et souvent, ils sont bien moins bien en regard de leurs propres critères, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, tu vois, toutes les personnes qui sont là à te vendre, leur vie de voyage sur Insta, tous les jours on bouge, on fait plein de trucs et tout. Franchement, moi, je l'ai vécu la fast life. Je l'ai vécu le truc de, en une semaine, tu es dans, 3-4 villes différentes, tu prends l'avion, tu la réalité, c'est que le seul truc que tu veux, c'est rentrer chez toi, être sous la couette, que les chambres d'hôtel moi, c'était mon rêve. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir une vie où mon taf allait me permettre de voyager, machin, tout ça. J'ai fait des conférences, je suis allé dans des villes devant, tu vois, des milliers de personnes. Ben, en fait, c'est quoi? Qu'une fois que tu as fini, que tu as tout ça, que tu as tout le monde qui est venu te parler pour poser des questions et tout, tu es dans un milieu qui est ultra bruyant, tu as eu le stress de monter sur scène devant autant de personnes, tu as essayé d'apporter un max de valeur. Tu rentres à ton hôtel, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu vois? Enfin, genre, est-ce que ça tu as vraiment un énorme kiff et tout là-dedans? Peut-être qu'il y en a qui l'ont. Moi, je sais que la plupart des speakers à qui je parlais, et des gens, très connus me disaient tous la même chose: le meilleur moment, c'est quand ils rentrent chez eux, tu vois? Mmh. Et ça, tu vois, et pourtant, quand, tu fais les vidéos, sur les réseaux sociaux et tout, les gens ont l'impression que c'est la vie la plus stylée de faire ça. Mmh. Alors qu'en réalité, ça l'est pas, tu vois? Complètement mais c'est parce que mais c'est bien de le savoir une fois que tu l'as vécu. Parce que c'est bien de le savoir une fois que tu as atteint le niveau d'achievement qui fait que tu as Mmh. cette vie-là, tu as vu que finalement ça te plaisait pas, mais tu t'es aussi créé un ancrage et un foyer finalement dans lequel tu te sens mieux. En fait, faut avoir traversé toutes ces étapes parce que je pense que ceux qui, une fois dans leur vie, ont rêvé d'être un speaker ou ont rêvé d'avoir cette fast life-là, tant qu'ils l'ont pas, enfin, ils seront toujours frustrés de pas l'avoir connue. Ils penseront toujours que cette vie-là est bien plus stimulante que celle qu'ils ont au quotidien. Ouais, c'est sûr, mais après ça enfin, je pense que c'est Ouais. faut le tester, tu vois? Faut l'expérimenter. Tu en as pour qui, si ça se trouve, ça sera, la meilleure découverte de leur vie et il faut y aller. Mais ma vision, c'est que la plupart des gens, Ouais. au bout d'un moment, en fait, sont C'est juste, c'est fatigués, à en moins que ça fait soit ton métier et du coup, que ça soit ta source de revenus ou dans ce cas-là, les gens, ils vont un petit peu plus bullshit sur le truc, tu vois? Ils vont te dire, «Non, mais c'est vraiment génial», tu vois?
Mais Ouais, pour l'avoir vécu aussi, c'est un kiff absolu, je regrette pas. Mais il y a ce truc de, bah, en fait, tu ne bâtis pas parce qu'en fait, tu le quotidien qui est hyper stimulant et c'est vrai, c'est hyper stimulant, c'est hyper valorisant socialement. Tu vois toujours, tout le temps, les mêmes personnes dans les enfin, tu vois des différentes personnes, mais tu es valorisé par les mêmes personnes dans ton cercle. Tu voyages, tu as une reconnaissance de tes pairs et cetera. Mais en fait, ce que tu bâtis dans ta vraie vie avec tes proches, avec ton 1er cercle, même ce que tu bâtis pour toi, bah, en fait, tu le perds parce que tu as justement cette fast life là. Donc en fait, les vraies fondations, elles s'effritent, mmh. mais socialement, tu as une image qui est de plus en plus valorisante, quoi. Ouais, c'est clair. Ce que tu négligeais avant et qui a pris le plus d'importance aujourd'hui? Et inversement? Bah, je vais commencer par, du coup, l'opposé. Ce qui avait de l'importance pour moi et avant et qui n'en a beaucoup, enfin, qui en a quasiment pas aujourd'hui, c'est la vie des autres. Je pense pendant très longtemps, la vie des autres, comptait énormément et plus le temps passe et moins j'en ai quelque chose à foutre de ce que les gens peuvent penser, tu vois? Genre, je vis ma vie comme, je l'entends dans le respect évidemment, des autres, mais je fais, ce que j'ai envie de faire. Ça, je pense que c'est important. Ouais. Et la chose que, je négligeais avant et que je néglige plus du tout, ou en tout cas, là où je prête beaucoup d'attention, je pense que c'est plus sur l'aspect, santé. Mmh. Pas que je faisais, des dingueries avant et tout, mais donc j'ai 34 ans, je suis pas vieux ou quoi, mais passé la trentaine, tu vois, je sais pas, il y a des trucs, tu sens que, c'est le moment de bien entretenir son corps, d'aller faire, les tests qu'il faut faire pour comprendre, bah, les aliments que tu peux manger, que tu peux pas manger, regarder, si tu as des carences ou pas, te complémenter, te supplémenter. Je pense que tout ça, c'est vachement important et avoir un peu une vision, longévité, tu vois? Ouais. J'ai envie d'être sur cette terre, le plus longtemps possible. Donc Tu penses quoi du biohacking, tout ça? ouais, moi j'aime bien, tu vois? Le peut-être qu'un truc, réellement, que je soigne, c'est le sommeil. Mmh. Je sais que, dans le passé, hem j'acceptais le fait de sacrifier mon sommeil Oui, et en réalité maintenant, je préfère travailler, 2 heures de moins dans la journée, mais être reposé complètement. parce qu'en fait, je sais que je prendrai des décisions 10 à 15 fois meilleures si je suis reposé que si je suis fatigué, Mmh. que, juste pour essayer de montrer aux gens que je suis cool et que je peux, dormir 5 heures et travailler 12 heures derrière, alors qu'en réalité, tu es un zombie et que tu fais, Ouais, n'importe tu quoi, beaucoup tu vois? moins productif, bien sûr. Mmh mh. La peur ou le doute que tu combats encore aujourd'hui? Mmh. Je pense que j'ai pas mal, progressé là-dessus, mais c'est la peur du manque. En fait, bah, tu vois, moi, ma famille, c'est vraiment, origine paysanne, donc avec, pas des grandes exploitations, tu vois? Des toutes Mmh. petites exploitations, ce qui fait que, quand tu es paysan, tu travailles la terre et que, tu pas de source de revenus autre que ce que tu produis et encore, parce que parfois, c'est pas des sources de revenus, c'est juste, de quoi toi t'alimenter et ben, tu sais que, les saisons sont, différentes et que la production sera différente en fonction des saisons. Donc de facto, tu essayes de stocker et tu essayes de toujours garder. Donc, moi, j'ai grandi avec une mère qui, enfin, tu vois, je pense que mes parents, chez eux, si, demain il y a une guerre mondiale, tu vois, ils peuvent, se nourrir pendant 1 ou 2 mois. Parce qu'il y a cette peur constante du manque, donc il y a des conserves, il y a plein de trucs et tout et je sais que, des trucs vraiment cons parce que, tu vois, j'ai suffisamment d'argent, pour, vivre ultra bien et ne pas travailler, jusqu'à la fin de ma vie. Mais chez moi, par défaut, j'ai, 2 déos, 2, dentifrice, tu vois? Tous les produits que j'utilise au quotidien, j'ai tout en double ou Mmh. triple, tu vois? Ouais. Et le fait de savoir qu'il y a tout en triple, ça m'enlève une charge mentale, ce qui est totalement débile. Je devrais même pas avoir cette charge mentale, mais ça, c'est un truc, On est codifié par l'info, ouais. c'est normal. Mmh mh. Merci beaucoup Guillaume, j'ai été ravie parce que, je m'attendais à ce qu'on parle de sujets qui ne sont pas liés directement à ce pourquoi on t'entend d'habitude et là, on a parlé d'apprentissage, d'échecs, de connexion à soi, au corps, d'intuition, hem et en fait, c'est un peu ouais, ce podcast pour moi, c'est un peu une fable. Je pense que ceux qui l'écouteront, en tout cas, j'espère, seront inspirés, auront découvert une autre, façade de toi. Mais je suis absolument ravie d'avoir découvert ça avec toi et merci. Bah, merci à toi, c'était très cool.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que les coulisses de la vie de sportif ou d'entrepreneur vous ont inspiré, vous ont motivé. Merci également à XTB de nous avoir accompagnés sur cet épisode. XTB, c'est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. C'est 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 euros sur les actions et les ETF par mois et 0,2% au-delà. Les ouvertures de compte sont gratuites, les dépôts et les retraits sont sans frais. Investir comporte des risques, alors ne passez que par des acteurs régulés. C'est le cas d'XTB qui est contrôlé par la CPR et l'AMF. En ce moment, une offre spéciale, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte avec un dépôt de plus d'1 € avec le code Sabrina. Pour ça, c'est très simple. Cliquez sur le lien présent dans la bio de cette vidéo et en premier commentaire. Alors, à très vite. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés. À très vite pour un nouvel épisode d'Unchained.